Alors, les classes inversées, en quoi ces classes inversées pourraient être un lieu dans lequel cette approche du numérique, ces aspects méthodologiques qui vont nous permettre de construire les compétences, voire, vous l'avez dit, des aspects plus ludiques, qui mettent en scène les étudiants, qui les mettent en activité. Je ne pense pas qu'aux jeux sur les tablettes et des choses comme ça, évidemment. Mais peut-être que les classes inversées, elles réunissent un peu tout ça. Elles réunissent à la fois les approches compétences, les objectifs. L'étudiant sera capable de... Combien de fois on a entendu cette ritournelle-là? Vous savez que l'Union européenne a défini ce qu'on appelle les learning outcomes, les acquis d'apprentissage. Ça dépasse quelque part la notion de compétence. La compétence, c'est ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de faire, vous avez compris. Dans les learning outcomes originaux, il y a l'idée, ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de faire et de le démontrer. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça change tout. Par exemple, au niveau de l'évaluation, c'est ne plus le maître qui dit tiens, tu peux me raconter le théorème de Pythagore et me donner un exemple, etc. Non, c'est l'élève qui vient avec sa production, avec son chef-d'œuvre, et qui dit voilà, moi je suis capable de faire ça. Il est capable de démontrer la compétence, et vous reconnaissez les approches portfolio, etc., dont on parle. Donc, les classes inversées, une sorte de congruence entre le numérique, mais on n'en parle plus finalement beaucoup, les objectifs, les méthodes et l'évaluation. Et je pense que son succès est lié à ça. Combien de fois on a eu des conférences sur les compétences? Combien de fois on a eu des conférences sur les méthodes actives? Et vous avez eu une conférence sur le numérique. Les classes inversées travaillent comme un système systémique intégrateur de tout cela. Alors, qu'en est-il? Finalement, les classes inversées, c'est d'abord un dispositif hybride. Alors, une brève histoire de l'éducation, ça c'est au XIVe siècle quand le livre était rare. Il y avait le cours ex cathedra, ça veut vraiment dire de la chair finalement. 4-5 siècles après, ça s'est quand même amélioré. Maintenant, on a ça, donc ouf. Et puis finalement, on est quand même sauvé parce que maintenant, on a ça. C'est-à-dire le cours filmé, on peut le regarder chez soi. Et donc, on se rend compte que dans ce mouvement-là, il y a de nouveau une externalisation. Il fallait être à 8h30 dans l'amphi 32 pour écouter le professeur untel. Et maintenant, par cette externalisation, médiatisation, on peut écouter le cours quand on veut. Ça c'est facile à dire. Mais ça veut dire qu'il revient à l'apprenant de fixer le temps quand il le veut. D'accord? Et donc là, de nouveau, une compétence, la gestion du temps, intervient, tout simplement. Et donc, ce croisement entre présence-distance, enseigner-apprendre, ça, c'est le premier schéma des classes inversées que je vous présente ici. C'est la classe inversée telle qu'elle a été proposée en 2008 par 2 enseignants du secondaire aux États-Unis. On ne parle pas ici d'un décret d'un ministère en Finlande ou au Québec, on parle toujours de ça, bon. On ne parle pas d'une invention des sciences de l'éducation, non, mesdames, messieurs, on parle d'émergence, des enseignants qui ont décidé de faire autrement. Alors, quelle était l'idée? Traditionnellement, l'enseignement se fait en présence, c'est ce que je fais là maintenant, j'étais à l'heure pour donner cette conférence, et l'apprentissage, il se fait bien souvent à distance, individuellement. On apprend en soi, on apprend toujours en soi, on n'apprend pas en groupe, vous savez. Oui, on stimule l'apprentissage en groupe, mais l'apprentissage, il doit venir chez la personne, il doit y avoir une appropriation personnelle. L'idée des classes inversées, c'est de se dire, est-ce qu'une partie de l'enseignement transmissif qui mobilise quand même pas mal la proximité, on ne pourrait pas le faire en ligne. Vous voyez que j'ai poussé le clin d'œil jusqu'à mettre des livres, pourquoi pas. Voilà, mais on aurait pu le faire bien avant, et on le faisait parfois, de manière à libérer du temps en présence pour accompagner les élèves.
Ça, si vous voulez, dans les questions, on y reviendra. Parce que c'est là, à ce moment-là, que peut commencer la différenciation. Des élèves vont s'en sortir avec quelques vidéos et on va les mettre dans un îlot. Vous savez, une table où il y a 3-4 élèves qui travaillent, ils vont s'en sortir. Et pendant ce temps-là, le professeur peut aller travailler avec des élèves qui ont plus de difficultés, vous voyez. C'est ça, redonner du sens à la présence. C'est pas qu'un discours vain. C'est quelque chose qui veut dire remettre en vigueur des relations entre les étudiants et entre les étudiants et le professeur. Ça, c'est la vision initiale des classes inversées. Les anglophones disaient « lectures at home and homework in classes ». En français, les leçons à la maison, les devoirs à l'école. Moi, j'ai appelé ça les classes translatées. J'ai été mal vu, vous savez. Ben oui, parce que ce soit par un média ou par le professeur, la théorie est toujours donnée avant et les exercices après. Apprends bien la théorie, tu feras des exercices après. Ah bon, d'accord. Tu verras plus tard, ça sert. Et donc, est-ce qu'on pouvait aller plus loin ? Alors, mes recherches ont montré, quand j'ai interrogé des enseignants, et j'ai fait une recherche assez importante au Québec, en France, en Suisse, etc., en Belgique aussi, quand ils me parlaient des classes inversées, ils me parlaient parfois d'autres choses. Ils me parlaient pas seulement de cours en vidéo que les élèves devaient regarder avant et on fait les exercices en classe. Ils me parlaient de toute autre chose. Alors, le premier type que je vous ai décrit, c'est ça. Hors la classe, à distance. Attention aux mots à distance tout d'abord. Dans la classe inversée originelle, il s'agissait bien lectures at home, les leçons à la maison, les vidéos à la maison, etc., etc. Mais les écoles ont réinterprété ça parce que demander à des enfants de 8, 9, 10 ans, même 11, 12, 13 ans, de regarder des vidéos le soir avant le cours pour pouvoir faire les exercices, ça marchait pas fort. Et ça a conduit à une reformulation des espaces de l'école. Au lieu d'avoir un couloir avec 10 classes de chaque côté, on a créé des espaces plus grands où les élèves pouvaient travailler ensemble, regarder les vidéos non pas individuellement mais en groupe, et le professeur les appelait dans les classes pour faire des situations problèmes, etc. Ça, c'est le premier type de classe inversée. Le deuxième type, il travaille aussi sur la présence et la distance, mais différemment. Imaginez que je vous mette en groupe de 4-5, là, comme ça, et je vous distribue des thématiques au début de mon cours, ou des situations problèmes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et je vais vous demander, pour le prochain cours, c'est-à-dire la semaine prochaine, de venir faire une présentation sur ce que vous avez trouvé à la maison sur Internet ou au centre multimédia de l'école. Et de venir faire une présentation devant les autres. Donc là, on joue aussi sur la présence, distance, l'accompagnement ou pas de l'enseignement, mais pour mettre les élèves en activité. Ouais, on va leur demander de faire des présentations. Moi, j'ai fait ça dans mes cours, n'est-ce pas ? Et mes 6 groupes d'étudiants sont tous arrivés avec des PowerPoints. Oui, ils n'avaient vu que ça dans leur vie, ils ont fait des PowerPoint. Maintenant, je leur dis, et surtout pas des PowerPoint, n'est-ce pas ? Je vous demande de rêver une activité, une animation que vous allez appliquer sur le reste de la classe. Ah oui, sinon on en fait de nouveau des acteurs, mais en tout cas pas des auteurs de leur apprentissage. Et donc ça c'est pour moi le type 2, on explore les contextes, on revient en classe, on modélise tout ça. Faut-il opposer les deux stratégies? L'une qui reste quand même assez transmissive et l'autre qui est davantage en pédagogie active. Je ne pense pas. Je pense que, et ça existe, je l'ai rencontré, il y a des enseignants qui mélangent les deux types finalement. Ils mélangent les deux types, par exemple ici, les étudiants explorent des contextes, ils viennent faire une activité en classe, la théorie arrive pour modéliser tout ça, et ensuite on fait des applications. Et donc, on systémise le mouvement. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'il y a 2 inversions. La première, je l'appelle le rapport au savoir. Là,
le savoir est transmis par le professeur. Là, le savoir est distribué par des médias dans le cloud, dans les librairies, les bibliothèques, tout ce que vous voulez. Et là, ce sont des savoirs récoltés par les élèves eux-mêmes. L'autre axe, c'est les rapports au rôle. Le professeur donne son cours, les étudiants participent collaborativement aux activités, et finalement là, les étudiants construisent eux-mêmes le dispositif de formation pour les autres. Vous retrouvez évidemment le type 1 qui est environ là, les savoirs externalisés et les étudiants qui participent aux exercices. Le type 2, les savoirs récoltés, les étudiants construisent le dispositif. Et finalement, tout d'abord, tout un vocable, les classes, la classe inversée, la classe translatée, les classes inversées et là, les classes renversées. Ça existe. Oui, oui. Vous allez voir Jean-Charles Caillé, professeur à Lille, en master, biologie, génétique, etc. Le cours est intégralement construit par les élèves qui travaillent en groupe et qui construisent eux-mêmes le syllabus et les activités pour les autres élèves. Oui. Les étudiants en groupe préparent les questions d'examen pour les autres groupes. Et M. Caillé se retrouve le soir en train d'essayer de répondre aux questions de ses élèves. Ça, c'est la classe complètement renversée. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire ça. Je vais vous dire que les classes inversées, c'est tout un continuum, finalement, et qui est intégré dans ce que moi j'ai appelé le type 3. En fait, j'ai bientôt terminé, ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Quand j'ai créé cette modélisation, je me suis dit, mais non d'une pipe, ça ressemble à quelque chose que je connais. Et effectivement, M. Kolb, qui est là, il a parlé du cycle de Kolb, ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Comment nous, les humains, nous apprenons. Et nous n'apprenons pas comme à l'école, vous savez, mais pas du tout. L'apprentissage expérientiel, l'apprentissage des humains, commence généralement avec une expérience du vécu. Quelque chose que nous rencontrons dans notre vie, que nous ne comprenons pas. Pourquoi les voisins se sont disputés, pourquoi le percepteur des impôts m'a envoyé cette lettre, etc., etc. Nous commençons par des situations problèmes. Nous réfléchissons sur cette situation, nous l'analysons, nous en discutons avec d'autres. Toi, ça t'est déjà arrivé, ce problème-là, et on commence à faire des hypothèses là-dessus. Une fois qu'on a les hypothèses, on va généraliser, c'est-à-dire on va aller voir, mais est-ce qu'il y a des systèmes compréhensifs, des théories, des modèles, que sais-je, qui permettent d'expliquer ça. Et quand on dira, ah oui, ça doit être ça, on va essayer d'expérimenter, c'est-à-dire de voir si le modèle qu'on vient d'adopter, il est fructueux et peut être transféré. C'est exactement mon cycle des classes inversées. Les élèves vont dans les contextes, ils discutent de ce qu'ils ont trouvé avec d'autres, ils font appel aux théories et aux modèles, et ensuite ils essaient de transférer dans des situations problèmes. Donc rien de neuf de ce côté-là, si ce n'est finalement une grande variété de méthodes, une systémique, une énergie qui est là. Malgré tout, et malgré cela, on reconnaît aussi le fameux cycle de contextualisation des méthodes actives. Peut-être vous connaissez Jacques Tardif, professeur à Sherbrooke, qui a établi finalement les bases de ces méthodes actives dans un livre qui s'appelle L'enseignement stratégique. Et il disait, un bon enseignement commence par contextualiser, donner du sens. Je vais vous donner un cours sur la structure des cellules. Est-ce que vous avez déjà entendu des choses là-dessus? Et évidemment qu'il va recevoir des préconceptions naïves, des connaissances approximatives, etc. Mais ça va lui permettre d'ancrer son enseignement et de décontextualiser, de trouver les invariants, les modèles, les choses, les récurrences qui reviennent toujours. Et ensuite, on va recontextualiser
pour voir si la théorie fonctionne bien. Vous allez me dire, oui, mais tout ça, on savait déjà. Dans les cours en classique, on commence par décontextualiser ce qui n'a absolument aucun sens. On donne les théories d'abord, parce que quand tu comprendras les théories, tu pourras travailler. Non, le cycle est un cycle complet à prendre dans son ensemble. Finalement, je terminerai par un petit clin d'œil. On m'en a déjà parlé ici avec vous, je crois, ou votre voisin. La taxonomie de Bloom. Vous savez, la taxonomie de Bloom, ça date quand même de 1956. Ouais, c'est vieux. Prenez les derniers ouvrages sur les fameux Learning Outcomes, les acquis d'apprentissage. Dans les 10 premières pages, vous avez toujours la taxonomie de Bloom qui dit, ben oui, il faut d'abord mémoriser, il faut comprendre, il faut appliquer, et ensuite on pourra analyser, synthétiser, évaluer, créer, etc. Quelle jolie pyramide! L'école, en effet, elle dit ça. Il faut commencer par des savoirs, des grilles de lecture, des modèles, et ensuite, si tu es sage, si tu as bien compris, on fera des situations problèmes, des exercices, des applications. Ça, c'est l'école. L'école, notre école. Mais dans notre société, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse, évidemment. Nous rencontrons d'abord des problèmes, des terrains d'exercice, de savoir. Je ne parle pas ici de la recherche fondamentale, je parle de la vie des gens, des humains, qui doivent se débrouiller avec des systèmes de plus en plus complexes et compliqués. Et c'est après qu'ils vont aller chercher les savoirs pour essayer de résoudre leurs problèmes. Est-ce que ça vous arrive souvent, vous, finalement, de lire des théories et de ramasser des problèmes ensuite? Mais il vaut mieux que vous ne lisiez pas de théorie, alors. Et voilà. Alors, vous remarquez ma figure? Ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est les deux en même temps. Ce sont des phases qui finalement s'alimentent l'une l'autre. Donc mon propos n'est pas révolutionnaire, il ne vise pas à tout renverser, la structure. Il vise finalement à réincorporer dans la construction de notre humanité des éléments qui nous viennent du contexte, qui en particulier viennent du numérique, et d'essayer de faire tourner tout ça ensemble en sachant bien que le numérique est à la fois un poison et un remède. C'est un pharmacon, c'est un mot de Socrate, c'est les deux en même temps, d'accord ? Et nous devons apprendre à vivre avec ça et pas toujours essayer de vouloir se polariser sur l'un ou sur l'autre. C'est une pensée systémique qui doit nous conduire. Il ne faut pas compter les points d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas ça la vie des humains. Et donc finalement, en conclusion, de nouveau une petite pensée philosophique. J'adore me balader des sciences à l'épistémologie pour revenir dans l'éducation. Sans doute mon âge qui m'a permis de faire ça. Mais c'est vrai, quand on lit la philosophie maintenant, on voit d'un côté les rationalistes, le monde des idées. Platon nous disait qu'il était presque inaccessible. Ce que nous voyons, c'est des lueurs, des ombres finalement de cette réalité que nous tentons de décoder de la manière la plus scientifique possible. Et cette vision-là nous a permis de faire des progrès énormes au niveau de notre santé, de notre vie, de notre bien-être, de tous ces gadgets que finalement nous avons entre les mains. Et de l'autre côté, des philosophes qui nous parlent du monde des faits, des perçus, de nos expériences, de notre humanité, des choses qui sont irréductibles au déterminisme. Alors, que choisir? Vous connaissez ma réponse, je vous l'ai assez introduite. Entre finalement le behaviorisme, les savoirs à transmettre, et finalement le constructivisme, les savoirs que vous avez déjà et que je vais essayer de faire développer, c'est peut-être à une nouvelle renaissance que je vous convie malgré tout, c'est-à-dire une réunion finalement, une union plutôt, de ces savoirs, de ce numérique qui est résultat de ces savoirs et de nos propriétés purement humaines. Je pense que c'est devenu malheureusement plus une question de choix. Les espèces passent, les humains peuvent disparaître,
les robots nous menacent. Je pense que c'est tout à fait clair pour moi. Et nous y travaillons d'ailleurs avec acharnement. Essayer de construire cette intelligence artificielle qui va assouvir tous nos besoins, qui va nous hypnotiser, vous savez, comme dans le livre de la jungle, le cobra là. Et je pense que nous ne devons pas nous laisser faire. Et la seule chose que nous puissions faire, c'est de remettre en vigueur ce qui fait de nous des humains. Merci beaucoup.